Europe 1. Elliott Deval et vous. Bientôt 11h43 sur Europe 1. Merci à vous si vous nous rejoignez à l'instant pour la suite d'Elliott Deval et vous en direct, vous le savez, jusqu'à 13h, toujours avec Éric Revel et Sébastien Ligné. Le duo de chaque dimanche est également avec nous en studio, journaliste à Frontières, Jules Laurent. C'est la nouvelle question qu'on vous pose pour cette suite d'émissions. Y a-t-il un réel ensauvagement de la société ? Et Jules Laurent est avec nous, journaliste à Frontières, journaliste également que vous pouvez voir entre 11h et 13h sur CNews. Exactement. Pour 100% Frontières. Cher Jules, c'est vous qui avez révélé le témoignage et les vidéos donc de ce drame absolument atroce et la disparition du petit Louis, battu à mort à 17 ans seulement à Narbonne. Et sa mère est sortie du silence. Pour la première fois, sa maman, puisque cette semaine on avait entendu sa tante, mais pour la première fois, la maman de Louis a pris la parole. Est-ce que déjà vous pouvez nous raconter comment vous avez pu entrer en contact avec eux ? Comment va la maman ? Qu'est-ce qui ressort de cet entretien ? Vous savez, Louis est décédé mardi à 16h30 et la famille, dès le lendemain matin, a contacté notre rédaction pour se mobiliser et dire qu'elle ne laisserait pas passer cette mort. La famille a décidé dans un premier temps de publier les vidéos pour que la réalité brute de ce qui était arrivé à leur enfant soit montrée aux yeux de tous les Français et que personne puisse parler d'une rixe dans ce qui s'était passé. La famille a décidé de passer par notre rédaction, de pouvoir justement publier ces vidéos pour que personne n'échappe à cette réalité. Et dans un second temps, la maman aussi, ce qui est assez rare, a décidé de très tôt prendre la parole. Souvent, dans ces cas de victimes, les parents restent muets pendant longtemps, bouleversés par finalement ce qui s'est passé. Mais cette fois-ci, la famille a décidé de prendre la parole très tôt pour deux raisons. La première, évidemment, éviter qu'un narratif mensonger puisse être dit. Et la deuxième raison, on le voit dans cet entretien, c'est aussi pouvoir déjà réhumaniser Louis. Parce que tout le monde a vu des vidéos où Louis, finalement, est frappé mortellement, directement à la tête. Vous savez qu'il a reçu quasiment aucun coup sur le corps et que le lynchage mortel de Louis, qui a eu lieu donc dans la nuit du 19 au 20 juin, tous les coups étaient portés à la tête. Ça, c'est vraiment les résultats de l'autopsie. Et la famille de Louis, je ne sais pas si vous avez vu peut-être cette vidéo qui est passée dernièrement sur les réseaux sociaux, on voit Louis jouer de la guitare. Oui. Et c'était important pour la famille en fait de préciser qui était Louis. C'est ce qu'elle fait aussi dans les colonnes ici du JDD où elle explique que Louis était un garçon créatif, un garçon assez introspectif qui essayait de se faire finalement aimer des autres parce qu'il avait cette difficulté. On le précise, Louis était un peu une personne vulnérable. Il était atteint de ce qu'on appelle un TDAH, c'est-à-dire il avait des troubles de l'attention. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la famille avait décidé, suite à des difficultés d'expertise médico-légale, de le placer pendant quelques mois au sein de l'aide sociale à l'enfance. Et il se trouve que c'est au cours de ces quelques mois de placé à l'aide sociale à l'enfance que Louis va être véritablement humilié, frappé, lynché, brimé pendant ces quelques mois par un groupe d'à peu près 10 à 15 personnes. Et ces événements vont se reproduire à plusieurs reprises. Et ça, c'est quelque chose sur lequel la famille insiste directement dans cet entretien. C'est qu'au sein de l'aide sociale à l'enfance, dont la mission est la protection des enfants, alors que la famille avait à peu près 4 fois par jour l'aide sociale à l'enfance au téléphone, aucun éducateur n'a prévenu la famille de ce qui arrivait directement à Louis. Elle dit elle l'appelle Loulou, était un jeune homme de 17 ans qui aimait la musique, la natation, la mer. Il adorait pêcher les mollusques. C'était un petit aventurier, un enfant très sensible à l'injustice, très protecteur. Il a toujours eu cette soif d'être accepté malgré sa particularité. Il avait conscience qu'il n'avait pas les mêmes codes sociaux que les autres, mais il se battait pour trouver sa place. Il était serviable, attentionné, toujours prêt à aider les plus vulnérables. Il était d'une intelligence extrême et très créatif. Il a toujours appris les choses par lui-même, comme la guitare, simplement en regardant des vidéos. Mais Loulou vivait une adolescence plus complexe que les autres à cause de son petit truc en plus. Il était très discret et ne laissait rien paraître par protection. C'était un guerrier, mon fils. Quand vous lisez ça, vous avez juste envie de pleurer, bien évidemment. Et la maman de Louis dit également, parce que vous lui posez la question, quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Et à juste titre, Jules, vous avez rappelé que elle explique que ce n'est pas le temps du deuil, c'est le temps de la guerre. Il est hors de question qu'un autre cœur de maman ou de papa soit brisé comme le nôtre. Que la France soit prête, dit-elle. Que la France soit prête, nous sommes déterminés et je suis enragé comme jamais. Quel courage.
On a des parents qui prennent aussi la parole à visage découvert, c'est-à-dire qu'ils annoncent la semaine prochaine qu'il va y avoir effectivement une marche blanche. Il y a des parents qui prennent la parole à visage découvert, qui assument de porter ce combat, et il y a des parents qui refusent qu'aujourd'hui, vous savez, dans les 5 mises en examen, il y a 3 mineurs, ils refusent que ces enfants soient jugés comme des mineurs. Vous savez qu'on peut écarter la minorité dans certains cas au pénal. Ils veulent que ces mineurs soient jugés comme des majeurs au regard de ce qui a été fait, de l'agression mortelle directement filmée par ces 5 individus, diffusée très largement à un cercle proche de leurs amis, et dont les membres de la famille de Louis ont reçu les vidéos, parfois certains, avant d'apprendre la nouvelle. Donc il faut se mettre dans l'esprit de cette famille qui a été véritablement traumatisée, mais qui directement a décidé de ne pas se laisser faire. Et effectivement, elle emploie ce mot, elle dit « nous sommes dans le temps de la guerre ». C'est extrêmement fort comme mot, combatif. Et cette famille, en fait, tout de suite, elle s'est organisée. C'est-à-dire que moi, je les ai eus quotidiennement au téléphone depuis mercredi, heure par heure. Ils se sont organisés pour que certains prennent la parole, pour que certains décident d'organiser une manifestation, pour que certains puissent justement échanger avec certains journalistes pour essayer de faire réémerger cette réalité qui avait été masquée par les médias, et aussi pour pointer du doigt les dysfonctionnements qu'il y a eu à travers l'aide sociale à l'enfance, à travers les signalements ratés entre la gendarmerie, l'aide sociale à l'enfance et puis eux qui n'avaient jamais eu l'information, et puis sur le fait que Louis avait lui-même parlé de ses difficultés, et que, faut toujours le rappeler, lorsque la famille place Louis au sein de l'aide sociale à l'enfance, elle rappelle que c'est un garçon vulnérable et à qui il faut faire vraiment attention. Je vous propose d'écouter également le papa de Louis, parce que les parents sont séparés depuis plusieurs années, et le papa de Louis a lui aussi voulu prendre la parole, parce qu'il ne supportait plus que dans certains médias on parle de Rix, qu'on présente son fils d'une manière qui ne correspond pas à la réalité telle que lui l'a vécue toutes ces années, et il veut se battre pour que les Français connaissent l'histoire de Louis et que justice soit rendue. Je vous propose d'écouter le papa donc de Louis, Nicolas, qui explique que Louis était un garçon aimé de tous. C'était un garçon aimé de tout le monde, c'était un gentil garçon, poli, bien élevé, avec ses petites difficultés, liées à ses troubles, mais je comprends pas, moi, pourquoi tant de haine. Moi, j'ai pas l'impression qu'on n'a pas existé, on est une famille. Je l'ai toujours eu avec moi, quoi. J'ai toujours été présent, ça fait 6 ans qu'il est tout le temps chez moi. Et je vous propose d'écouter une nouvelle fois le papa de Louis qui le promet et qui explique que son combat désormais, c'est pour son fils. Mon combat, c'est pour mon fils. Justice pour Louis, et ensuite on verra pour les... J'ai d'abord ce premier combat-là à mener. Et tout ce qui se passe, l'ASE, tout ça, ça sera un autre combat après mon fils. Pour l'instant, c'est mon fils le plus important. Le foyer, j'ai été les voir, les pauvres, ils sont déjà pas assez, ils sont que 4 ou 5 pour 35 gamins. Les pauvres gamins, ils sont abandonnés, ils sont arrachés à leurs parents. Et eux, ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, ils sont que 4. Je vais rien leur dire, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? C'est l'État, vous avez changé quand, là? C'est pas normal qu'on met son enfant quelque part dans un endroit de sécurité, protection de l'enfance, et mon enfant, il décède atrocement, quoi. Moi, je suis en colère. On va évidemment donner la parole aux auditeurs, mais d'abord peut-être votre regard, Éric Revel et Sébastien. D'abord, la détresse du père de Louis nous touche infiniment sur ce plateau, il faut le dire. Les mots d'un père qui vient de perdre son fils dans ces conditions sont juste... Il n'y aurait pas grand-chose à rajouter à la souffrance qu'il exprime. Maintenant, je crois que c'est dans l'interview de Jules Laurence où la maman dit ils ont tué en adultes, ils doivent être jugés comme des adultes. Cette phrase va placer une fois de plus les magistrats devant leur responsabilité. Voilà. Parce que quand vous êtes capable d'autant de barbarie, et là on quitte évidemment la rive des faits divers pour être complètement dans les faits de société. D'ailleurs, la preuve, c'est l'enchaînement de ces meurtres, mais c'est aussi le fait, et ça c'est quand même très nouveau depuis plusieurs mois, ça n'existait pas avant, les victimes prennent la parole, enfin ceux qui restent en vie, ils prennent la parole. Avant,
ça n'existait pas. Et puis sur l'ASE, oui, le père de Louis a raison. Il faudra mener un combat. L'aide sociale à l'enfance est non seulement un sujet d'interrogation, mais l'aide, mais c'est, je pense, une infrastructure qui est totalement à revoir. On parle de proxénétisme dans ces rangs-là. Il rappelle, et Jules le rappelait aussi, que l'ASE est censé protéger les enfants que ou vous lui confiez en tant que parent, ou que la justice leur confie. Donc tout ça dysfonctionne totalement. Et au-delà des fonds considérables qui sont investis, moi je ne jette pas en pâture tous les gens qui travaillent à l'ASE. Mais enfin, 11 milliards d'euros, l'ASE. 11 milliards d'euros. Et vous apprenez que des enfants sont ou jetés en prostitution, ou tués, ou agressés, ou violentés. Donc, c'est plus l'aide sociale à l'enfance, Elliot. C'est devenu, pour certains, d'un danger absolu d'être protégé par cette oui, c'est-à-dire que pour certains établissements, pas tous, vous avez des gens extraordinaires qui travaillent, bien sûr, mais l'aide sociale à l'enfance n'aura d'aide que le nom. Et cette aide sociale à l'enfance n'aide plus, mais peut mettre en danger les personnes qui y sont présentes. Sébastien Ligné. On avait hier, à ce micro, un journaliste, un avocat qui a écrit sur l'aide sociale à l'enfance, et c'était assez effroyable ce qu'il nous expliquait. Avocat marseillais. Exactement. Il nous expliquait en réalité que, évidemment, c'est très mal conçu. Évidemment, ce sont les départements qui gèrent la plupart des ASE, et les départements, ils ne peuvent pas gérer une telle masse d'enfants, parce que, hélas, il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin ou qui sont placés à la demande des parents dans les ASE. Donc, il faut évidemment que l'État centralisé, on va dire, reprenne en main la question de l'ASE, et puis à la question du fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quoi doit servir une ASE. Est-ce que ça doit être un refuge de fortune, comme on a un peu l'impression que ça l'est aujourd'hui? Est-ce que ça doit être un vrai centre de réinsertion? Est-ce que ça doit être un centre de rétention? Parce qu'aujourd'hui, on sait, par exemple, qu'on ne peut pas obliger un jeune qui est en ASE de rester. Il n'y a pas de mesure de rétention obligatoire. Et il y a un deuxième grand problème, c'est évidemment, il y a un manque de moyens, notamment moyens humains, il y a un manque d'éducateurs, et surtout, ceux qui vivent aux côtés des enfants, à 21h, ils partent, ils rentrent chez eux parce qu'ils ont fini leur journée de travail. Et ensuite, passé la nuit tombée, ce sont 2-3 gardiens qui se relèvent pour vérifier que les enfants sont là. Mais vous pensez bien que vous mettez 10, 15, 20 enfants, parfois turbulents, parfois qui ont eu des problèmes dans leur enfance, quasiment sans surveillance toute une nuit. Vous pouvez très bien comprendre ce qui va se passer. Et il y a évidemment double conséquence. Un, sur le proxénétisme, comme Eric l'a rappelé. On estime aujourd'hui que 80% des jeunes filles qui se prostituent, des jeunes filles mineures, viennent ou ont passé quelques jours dans une aide sociale à l'enfance. Et puis le deuxième sujet, c'est la question de la drogue et du narcotrafic. Aujourd'hui, un centre d'aide sociale à l'enfance est devenu un centre de repérage et de formation et de recrutement pour les narcotrafiquants extraordinaire, parce que ce sont des jeunes mineurs qui ne risquent rien devant la justice, à qui on leur dit viens devant l'aide sociale à l'enfance avec 200-300 euros en petite coupure. Pour eux, ils n'ont jamais vu autant d'argent d'un coup, donc ils y vont. Laurent Nunez, qui a réagi il y a également un peu moins d'une heure sur le lynchage du jeune Louis, qui est absolument abominable, dit-il. J'ai évidemment une pensée pour sa famille. J'imagine bien ce que peut être leur douleur, et évidemment tout ça est inacceptable. On m'a interrogé pour me demander si je considérais qu'il y avait un ensauvagement de la société. Donc j'ai redit, parce que c'est pas la première fois qu'il le dit, qu'il n'y a pas d'ensauvagement, que je trouvais ce terme, pardon. Et donc j'ai redit que je trouvais que ce terme avait une connotation extrêmement violente, et j'ai dit qu'il y avait une exploitation de cette affaire. Je vous renvoie aux déclarations de M. Zemmour sur cette affaire, qui a parlé de nécessité de remigration. Il a fait un lien très direct avec l'immigration, c'est précisément cette déclaration que je visais. Il a une exploitation qui a été faite par des groupuscules d'ultra-droite également. Je n'ai pas voulu rentrer dans le débat qui est connoté politiquement, mais par contre, je dénonce très fermement ce drame, et surtout la montée de la violence chez les plus jeunes. Et c'est ce que je dis dans Le Parisien, c'est ce qui nous inquiète évidemment profondément. Ça a le mérite d'être clair. Déjà, le fait qu'il s'explique après sa première déclaration prouve qu'on lui a dit, ses conseillers, ou peut-être le Premier ministre lui ont dit: attention, là, ce que vous avez dit, c'est très mal compris. Il s'agit de préciser, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce qu'il a cru faire. Mais quand même, il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Mais enfin, l'un de ses illustres prédécesseurs,
qui n'était pas un homme de droite ni d'ultra-droite, qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement. Parlait À des l'époque, sauvageons. Il parlait des sauvageons. Et Gérald déjà. Darmanin, à l'époque, lorsqu'il était à Place Beauvau, ministre de l'Intérieur, et si mes souvenirs sont bons, je me demande si son bras droit... Ah non, il a été le bras droit de Castaner à Beauvau, Laurent Nunez. Et ensuite, il est devenu... non, donc, il n'était pas le bras droit de Gérald Darmanin lorsque Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Non. Mais Gérald Darmanin, en 2020, lorsqu'il prend le ministère de l'Intérieur, et il assume cette question de l'ensauvagement de la société. Donc sauvageons, ça avait une connotation un peu affectueuse. Aujourd'hui, ce sont des barbares, Elliot. Ce sont des barbares. Ils n'ont qu'un surmoi, ils n'ont aucune limite, ils n'ont pas de repère. Ils ont tout perdu. Ce qui avait choqué, c'était aussi la déclaration, parce qu'il a dit il y a une récupération de l'extrême droite dans cette affaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que depuis hier, je voulais pas en parler par pudeur pour la famille parce que ça pouvait être insupportable. Et deux, parce que ça n'était pas très clair qui il visait. Et là, c'est bien plus clair. Il ne vise pas Jules Laurence, qui est le journaliste qui est au cœur du témoignage de la famille et qui, heureusement, était là pour révéler au grand jour un sujet qui aurait été tu ou mal raconté par les médias, puisqu'au départ, on a parlé de Rix. Bien sûr. Et par contre, la famille, ça la choque, qu'on dise qu'il n'y a pas d'ensauvagement aujourd'hui en France, au regard de ce qui s'est passé à travers le jeune Louis. Parce que vraiment, pour rappel, on a donc 5 personnes qui agressent, lynchent à mort, ne visent que la tête pour tuer, parce que quand on vise la tête, on cherche à tuer, diffusent ces vidéos autour de leurs amis et certains ont publié des vidéos de lynchage de Louis antérieures directement mises en avant sur leur profil Instagram. Imaginez le niveau de barbarie auquel on peut atteindre. Mais effectivement, on a basculé dans une autre société. On a basculé dans une autre société où il n'y a plus aucune limite, avec des individus qui sont... qui revendiquent la violence absolue, qui est une société ensauvagée. Et Laurent Nunez ne veut pas l'employer ce terme parce que selon lui c'est connoté, mais on vous posera la question dans un instant aux auditeurs.